Une autre semaine de préparation internationale massive pour les futures négociations dans la guerre ukrainienne-russe. Préparation à tous les niveaux, sur le front diplomatique, économique. Voici la couverture de l'influente publication britannique The Economist. Cette semaine, elle a publié un grand article, je dirais fondamental, sur le succès que l'Ukraine peut obtenir lors des négociations, surtout si les alliés l'invitent immédiatement à l'OTAN. La publication souligne que si Trump soutient le plan de Poutine, cela sera une défaite publique pour les États-Unis, et il le comprend bien, dit-on. Dans cette lignée, une nouvelle déclaration du président Zelensky a été faite. Ouvrir le parapluie de l'OTAN sur les territoires contrôlés par l'Ukraine afin de pouvoir ensuite récupérer les territoires occupés par voie diplomatique. Une telle proposition, l'Ukraine n'a jamais été envisagée car personne ne nous l'a officiellement proposée. Nous ne reconnaîtrons pas légalement et nous ne pouvons pas reconnaître nos territoires ukrainiens occupés par la Russie comme étant des territoires russes. Cela contredit la constitution de l'Ukraine. Même l'ONU est intervenue cette semaine après les dernières attaques massives contre l'Ukraine et a demandé à Poutine d'arrêter, car sans électricité, les plus vulnérables souffriront dans le froid. Les personnes âgées, les enfants, les malades, les images de la destruction montrées par les ingénieurs ukrainiens en charge de l'électricité sont tout simplement stupéfiantes. La Russie a tiré 211 missiles et 187 drones sur nos infrastructures au cours de 2 jours d'attaques massives, mardi et mercredi. Nous devons regarder les choses avec sobriété. Poutine se prépare à des négociations et continuera à tirer régulièrement, épuisant ainsi notre défense aérienne. C'est pourquoi la principale méthode pour l'Ukraine consiste à neutraliser les arsenaux de missiles, les Shaheds, et à détruire les porteurs, c'est-à-dire l'aviation et les aérodromes russes. C'est ce sur quoi se concentrent actuellement les armes à longue portée occidentale. Voici les résultats de la semaine. Konstantin Pavlov. Nouvelle frappe de longue portée en profondeur en Russie. Ils veulent une escalade. Atacams et Storm Shadow vont-ils accélérer la fin de la guerre? Si nous utilisons 3 types de missiles, cela nous aidera déjà. Pourquoi n'avons-nous pas encore frappé le pont de Crimée avec eux? C'est une structure puissante. Et où nous pourrons encore atteindre? Cette autorisation sera progressivement étendue. Fakti Tijnia ont analysé comment et avec quoi l'Ukraine va-t-elle réagir à Oreshnik de Poutine. Arsenal dans la région de Bryansk. Le bunker de commandement et de contrôle à Marginaux. Le système de missiles anti-aériens S-400 dans la région de Koursk. Et l'aérodrome de Kalino près de Koursk. Comme de tels coups nous manquent, SAR après l'opération Dragonfly de l'année dernière. Frappe sur des aérodromes dans les territoires occupés à Berdiansk et à Mariupol. Nous n'avons presque pas vu les armes occidentales à longue portée en action. Mais pourquoi nos forces d'opération spéciales frappent-elles dans les régions de Koursk et de Bryansk? Sur le territoire internationalement reconnu de la Russie. Pourquoi le pont de Kerch est toujours debout? La formulation elle-même est absolument méprisable. Mais qui frappera finalement la Russie avec des Tomahawks et quand? Ils veulent une escalade. Il convient de noter que les forces d'opération spéciales frappent des cibles très différentes. Chaque frappe a son propre objectif. Tout cela dans le but de réduire la pression sur le groupe de Koursk. Car au début, l'opération de Koursk y immobilisait un contingent de 50 000 hommes. Les frappes sur les aérodromes et la destruction des systèmes de missiles anti-aériens dégageront le ciel pour que nos pilotes puissent travailler. Et bientôt, la région de Koursk pourra voir des mirages français. La partie française s'est engagée à les armer jusqu'aux dents. Et le Gripen suédois. Nous avons reçu certains composants pour le Gripen. Cela donne sûrement un indice que nous pourrons utiliser un autre type d'avion. Le 67e arsenal de Gros, dans la région de Bryansk, est l'un des principaux fournisseurs d'armes du groupe Nord. L'ennemi essaie activement d'avancer, ou plus précisément, d'utiliser divers types de dégâts à Soumy, dans la région de Tchernihiv et à Kharkiv. Par conséquent, un tel arsenal est une cible de choix pour Atacams. Mais pourquoi gaspiller une douzaine de missiles Storm Shadow dans un seul bunker de commandement que les généraux russes et nord-coréens s'y cachent? Et nous ne parlons pas ici de la personnalité de tel ou tel général, nous parlons ici du système de prise de décision et du système de gestion des processus. De telles installations sont une priorité pour toute campagne militaire, dit notre expert, parce qu'elles contrôlent l'ensemble du groupe de troupes.
La qualité de la logistique de l'opération, de la prise de décision, de l'ordonnancement et de l'analyse du champ de bataille ne sera pas au même niveau. Mais si nous disposons d'une douzaine de missiles supplémentaires pour frapper le bunker de commandement, pourquoi ne pas frapper le pont de Kerch, voir la vidéo ci-dessous? Le nombre, la portée et le poids de l'unité de combat à longue portée sont contrôlés par nos partenaires. L'Atacams est le missile le plus produit en série. Selon diverses estimations, il y en aurait environ 4000 dans les entrepôts du Pentagone. Nous pouvons compter sur des modifications plus anciennes, bien que dans une distance de 165 km, qui montrent assez bien leur efficacité. Le Storm Shadow britannique. Selon l'agence Bloomberg, il y a quelques semaines, le Royaume-Uni a envoyé plusieurs dizaines de ces missiles de longue portée. Ils ont besoin de réapprovisionner leurs entrepôts et bien sûr, ils comprennent qu'il y a des besoins en Ukraine. Ils vont donc augmenter leur production. Mais la production, c'est du temps. Exemple, Lockheed Martin ne produit que 500 Atacams par an. Il s'agit d'un missile et demi par jour. Nous devons donc élargir la gamme des munitions. C'est ainsi que fonctionne JASM, un missile air-sol. Notre F-16 attendait cette arme. La portée minimale est de 370 km. Bien que certaines versions aient une autonomie de 900 km, en particulier la dernière modification de l'appareil de navigation, il n'en reste pas moins que, comme on dit, petit à petit, des étapes peuvent nous renforcer de manière significative. Atacams, Storm Shadow et JASM. C'est ce trio qui mettrait le feu aux occupants. La question ne concerne que la quantité et la portée. Si nous utilisons 3 types de missiles, cela nous aidera à équilibrer de manière significative le nombre de missiles que chaque pays peut produire. Mais l'équilibre est trop tardif. La frappe Oreshnik de Poutine sur le fleuve Dniepr a une fois de plus soulevé la question de la parité de la portée des missiles pour nos alliés. Je ne pense pas que nous pourrons obtenir quelque chose d'une portée de 5500 km dans un avenir proche. Mais nous pouvons parler de Tomahawks à partir d'un lanceur terrestre, c'est-à-dire de type Typhoon. Et nous pouvons en discuter. Le Tomahawk est sans doute le missile de croisière américain le plus médiatisé. La portée peut atteindre 1600 km, ce qui nous permettrait de couvrir la quasi-totalité de la partie européenne de la Russie, mais aussi la quasi-totalité des portes Tomahawk, des sous-marins et des navires. Le lanceur terrestre Typhoon n'a été adopté que l'année dernière. Pourquoi ne pas le tester contre des cibles réelles? Des essais dans des conditions de combat, ce qui serait potentiellement très intéressant pour les Américains. Et puis, il y a une amélioration progressive et une augmentation de la production. Jusqu'à présent, nous parlons d'un total de plusieurs dizaines de lanceurs. Une fois de plus, la question porte sur la détermination de nos partenaires. Les décisions sur les champs de tir ont eu au moins 1 an de retard. On aurait déjà dû parler de Tomahawks, de Missile Strike Missiles. Pendant ce temps, nous nous battons pour notre droit de vivre avec quelques dizaines de missiles. C'est pourquoi le pont de Kerch peut rester intact encore un peu. C'est une structure puissante. Pour la détruire correctement, il faut faire sauter les supports. Vous pouvez dépenser un tas de missiles, mais ne pas atteindre l'objectif souhaité, explique notre expert. Et il se souvient combien de temps nous avons fait des trous avec des HIMARS dans le pont Antonivsky. D'autant plus que la Russie a pris une mesure sans précédent pour sauver la progéniture de Poutine. Tout un ensemble de leurs systèmes de défense aérienne réels, tels que les C-400 et C-300, ont été envoyés vers la côte est de la Crimée, exposant ainsi Eupatoria de Sébastopol. Jusqu'à présent, Koursk reste une priorité pour les forces de défense ukrainiennes, et ce n'est pas un hasard. Chaque étape de la guerre nous oblige à prioriser chaque cible, surtout face à une pénurie d'armes à longue portée. Mais autrefois, les javelins étaient un luxe pour nous. Et maintenant, ils sont remplacés par nos drones efficaces. Nous devons parier par nous-mêmes, puis nous n'aurons pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Konstantin Pavlov, fait de la semaine, ICTV.